Seulement 30% du montant promis par la communauté internationale lors de la conférence des donateurs sont déjà disponibles. C'est ce qu'a révélé le directeur exécutif de la CIRH, Gabriel Verret. Monsieur Verret affirme que le ramassage des déblais est l'une des priorités de la commission. Il a fait remarquer qu'à ce jour, plus de 2 millions de mètres cubes de déblais ont été enlevés dans la région métropolitaine, ce qui représente, selon lui, environ 20% de l'ensemble des décombres. Il précise que les 200 millions de dollars nécessaires pour la réalisation de cette tâche ne sont pas encore disponibles. Le ramassage des débris. Disons, pour la région métropolitaine, on a besoin il y a à peu près entre 10 et 12 millions de Yavé. On a enlevé peut-être 2, 3. Donc, grosso modo, disons 10 millions qui restent de mètres cubes. Okay. 10 millions de mètres cubes et l'objectif que s'est donné la commission dans le cadre de la stratégie sur le ramassage des débris, ramasser 40% de ces débris avant la fin de l'année. Ça fait 4 millions. À 40 à 50 dollars le mètre cube, ça fait entre 160 et 200 millions de dollars. Mathématiques très simples. Okay. Entre 160 et 200 millions de dollars, jusqu'à présent, je n'ai que 52 millions de dollars. Donc, chose clé pour la commission, et dont il faut tenir compte, c'est justement cette négociation avec les bailleurs de fonds pour non seulement avoir des ressources, mais de s'assurer que les ressources que les bailleurs de fonds sont prêts à mettre dans le cadre de la reconstruction, que ces ressources visent en premier lieu les secteurs stratégiques identifiés par la Commission en coordination avec le gouvernement et les autres parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders. Et jusqu'à présent, dans le cas des débris, ce n'est pas le cas. Puisque nous avons jusqu'à présent 52 millions de dollars et nous avons dit que nous avons besoin d'à peu près 200 millions de dollars pour ramasser seulement 40% des débris. Autrement dit, pour ramasser le tout dans la région métropolitaine, il faudrait à peu près 400 à 500 millions de dollars. Le président Préval vient d'accepter l'assistance technique proposée par les Nations Unies à la justice haïtienne dans l'affaire concernant l'ancien président Jean-Claude Duvalier. L'annonce a été faite par l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Michel Forst, en visite dans le pays. M. Forst a indiqué que les arguments juridiques avancés par les avocats de Baby Doc ne sont pas totalement fondés. D'abord, dans le domaine de la justice, je serai bref, car je ne peux aujourd'hui que répéter ce que j'écris dans mes rapports et ce qu'écrivait Louis Jouanet, mon prédécesseur, dans ses précédents rapports. Je l'ai redit au président Préval, je l'ai redit au Premier ministre, au ministre de la Justice. Les éléments sont là, tous les éléments sont là. La réforme tant attendue de la justice a été écrite, elle a été adoptée par le Parlement lors du vote des 3 lois sur la réforme de la justice, mais c'était en 2007. La loi est là, mais elle ne peut entrer en vigueur car, comme je l'ai dit à chaque fois, la clé de la réforme, celle qui permet de faire tourner le moteur, n'a pour l'instant pas été utilisée. Et vous savez bien de quoi je parle. Je parle de la clé qui est la nomination de du président de la Cour de cassation. Cette clé, c'est aussi la clé de voûte de l'édifice. Et alors je me tourne maintenant vers les 2 candidats à la présidence en leur rappelant que faire de la politique, c'est aussi envoyer des signaux à la population pour indiquer des routes à suivre. Et je crois que beaucoup de Haïtiens attendent le signal du lancement de la réforme de la justice et j'attends des 2 candidats qu'ils se prononcent clairement, sans plus tarder, sur la nomination du président de la Cour de cassation. Ce que je peux dire, c'est que le président Préval m'a réaffirmé ce matin son accord pour travailler avec la communauté internationale, avec les Nations Unies. Mais pour l'instant, il n'y a pas de proposition concrète. Et moi, je ne suis pas le représentant de la haute-commissaire, je suis l'expert indépendant, je travaille avec le Bureau des Nations Unies, mais je laisse maintenant le travail s'organiser de la manière la plus normale, c'est-à-dire que les formulations de propositions vont intervenir. Il y aura ensuite des discussions avec le représentant du président Préval pour voir de quelle manière certaines des propositions sont acceptées. Je redis simplement que ce que je souhaite, c'est qu'on n'écarte aucune option et que toutes les options sont à travailler en même temps. Et je pense que dans la lutte contre l'impunité, il faut savoir non seulement traiter les questions sur le plan judiciaire, mais sur le plan de la mémoire. Et j'ai indiqué de quelle manière, avec l'expérience d'autres pays, on peut avancer sur le dossier. Le rectorat de l'Université d'État appelle les étudiants grévistes à mettre un terme à leur mouvement tout en reconnaissant la légitimité de leurs revendications.
Dans un avis à la communauté universitaire, le rectorat annonce la formation d'une commission ad hoc qui aura pour mission de se pencher sur le cas de la faculté d'ethnologie et d'autres entités de l'UEH dont la situation institutionnelle mérite des redressements. Le vice-recteur aux affaires académiques Wilson Lalo a déploré le comportement des étudiants protestataires. Il a fait ces déclarations alors qu'il recevait une délégation d'une université américaine. Mais c'est très grave ça qui a privé là. C'est quand même pour des jeunes qui arrivent dans le point ça a montré degré de faiblesse universitaire dans le dispositif qu'elle mettait pour prendre décision. Nous connaissons qu'il y a une disposition transitoire, mais c'est un document qui est très ancien, dans le sens que il y a un ensemble d'instruments qui ne sont pas développés, qui vous permettent que le rapport entre différents acteurs dans l'institution est clarifié et qui fixe les responsabilités et lieu et comment dire ça, et espace de mouvement de chaque individu dans l'espace là. Toute revendication que les étudiants ont gagné là, c'est des revendications qui ont été gagnées et qui pertinence est attestée par tout le monde que programme faculté ça a besoin pour consolider et renforcer. Un gros problème qui posait avec le fait que une faculté qui a enseigné anthropologie et sociologie et il y a très peu de spécialisation, si bien que on risque de déclassement de diplôme étudiant. C'est-à-dire qu'on bande de monde qui a sorti dans le domaine côté possibilité pour eux-mêmes faire valoriser et connaissances au faire limité étant donné la nature pays. Mais faculté d'ethnologie comme nous connaissons sont facultés qui gagnent en pile difficulté déjà parce que le problème de base c'est que pas gain des enseignants disponibles, des professeurs disponibles dans la faculté qui pour encadrer les étudiants qui répondent à leurs besoins au quotidien. Ça veut dire que faculté en tant qu'institution universitaire très faible. Toute faculté dans l'université d'État. Il y a des mécanismes qui existaient, c'est que là, il y a des problèmes. D'abord, il y a un rapport qui vous fait, il y a des conseils qui existent dans la structure qui vous permettent de rétablir la vérité des faits, et à partir du rapport ça, pour que des décisions prennent. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR, se dit réjoui de la nouvelle étape qui a été franchie dans le cadre de l'affaire Guayoubine, durant laquelle 6 Haïtiens ont été tués en République dominicaine le 18 juin 2000. Selon les responsables du GAR, le dossier a été transféré par devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Suivez ce reportage de Télémétropole. Nous avons balle, nous avons balle dans le pied. Mais côté machine, fait machine à découper. Il s'appelle Joseph Desravines. Il faisait partie d'un groupe d'une trentaine d'Haïtiens qui se rendaient en République dominicaine en quête d'une vie meilleure. Mais cela a mal tourné le 18 juin 2000 lorsque ces réfugiés ont été attaqués par des soldats dominicains. Joseph Desravines. Ça dit que nous chita dans une machine, comme si on connaît les machines dans plein monde. Nous chita dans une machine, premier, balle tiré, les tiré balle là, même point dans pied. Quand il y a rentré pour l'autre monde dans la machine, je me dis oui. Et puis, après ça, l'autre monde dans la machine, je tire la machine net en général, nous toutes, machine 4 ou 6 ou là devant l'aide, j'ai viré. C'est à la suite de cet événement que le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés, dont la mission est de lutter contre l'impunité et contre les violations des droits de l'homme, a entrepris des démarches afin que justice soit rendue aux victimes de l'affaire Guayoubine. Selon Patrick Camille, responsable de la section droits humains et migration du GAR, les autorités dominicaines ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour laisser traîner le dossier et décourager les plaignants. Nous gagnons 6 Haïtiens et 1 Dominicain qui étaient morts dans le cas d'événement ça. Suite à ça, l'organisation droit mounio a aidé les victimes pour être capable de joindre justice et réparation. Et malheureusement, au niveau de la République dominicaine, réponse pas trop positive. Parce que c'est un tribunal militaire qui était décidé pour juger 4 militaires qui étaient impliqués dans le cas ça. 4 militaires ça yo ont commencé à juger et nous devons rendre nous compte que yo pas capable de porter on monde pas capable de porter partie civile devant un tribunal militaire. Des difficultés de toutes sortes ont été rencontrées lors de cette affaire. Qu'en est-il des nombreux cas de violence sur les Haïtiens enregistrés chez nos voisins dominicains depuis des années? La question reste ouverte. Lancement ce jeudi par la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA d'une série de conférences-débats en vue d'exiger du gouvernement des explications sur les différents accords et contrats qu'ils vont signer. Selon Camille Chalmers, certains de ces contrats signés par l'État haïtien sont illégaux. Nous pensons que aujourd'hui, il est le temps pour nous chita pour faire un bilan sérieux
de orientation que le pays a été pris au cours des 25-30 dernières années. L'important pour nous garder effondrement économique là, pour nous garder destruction de l'appareil productif là, pour nous garder augmentation du chômage là, etc. Et évidemment, ça lié à la politique économique à mener dans le pays, un choix qui fait, mais il lié tout à qui gens que le pays m'a connaît avec le système international là. Et ça passait par révision ou ensemble d'accords internationaux que nous signons, en particulier des accords de libéralisation. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous pensons que les fondamentales que je dis, nous garder qui accord nous signé et qui conséquences que l'accord ça a été gagné. L'important pour nous voir que le plus souvent l'accord ça a été négocié dans une ambiance de secret, côté que la population n'est pas au courant ni de contenu ni de conséquences à ça. Et je dis il est fondamental que citoyens et citoyens haïtiens connaissent que c'est responsabilité par eux pour exiger information, que exiger reddition de compte, que exiger que yo même yo partie prenante de négociation yo et que yo intégré dans la négociation ça yo aspiration par yo, besoin par yo, revendication par yo et richesse de expérience que yo menons déjà. Et nous pensons que aujourd'hui il est le temps pour nous reconnaître que nous faisons fausse route et que route que nous prenons sont route qui a fait terrer paysan, qui a fait paysan de plus en plus pauvre, qui a fait paysan de plus en plus marginalisé et qui a fait paysan de plus en plus dépendant, notamment par exemple au niveau alimentaire. Aujourd'hui, on a pu porter plus de 600 à 650 millions de dollars américains de denrées alimentaires, qui même plus haut que l'exportation nous, et qui fait que aujourd'hui, CNSA a annoncé qu'il y a 3,4 millions de monde qui sont capables en insécurité alimentaire pendant l'année. Dans l'international, au moins 30 000 personnes, essentiellement des travailleurs immigrés tunisiens et égyptiens,